Bonjour à tous. Je vous propose de quitter légèrement, pas complètement, le cadre spécifique des données géographiques pour s'intéresser à l'open data dans sa vision un petit peu plus générale, dans sa vision du droit commun. Mais on verra que les notions qui sont applicables à l'open data le sont également aux données géographiques. On prend un petit peu de hauteur sur la notion. Pour replacer un petit peu la notion de données ouvertes, d'open data dans son contexte géographique et historique, et pour rejoindre la question de monsieur, donc oui, la notion d'open data a émergé aux États-Unis dans les années 1957. 56-57, mais a vraiment pris de l'ampleur à partir de 2011, après un discours de Barack Obama sur l'ouverture des données des agences fédérales et encourageant les États à légiférer pour ouvrir leurs données au niveau de chacun des États. Et c'est là où la notion a pris vraiment son ampleur au niveau mondial, même si l'Europe était déjà bien ancrée dans la notion d'open data et la France particulièrement. Aujourd'hui, la France est classée 3e dans le classement Global Open Data Index 2014 que j'ai sous les yeux. Alors je prends le classement où la France est le meilleur. On est 4e pour la World Wide Web Foundation. Devant nous sont le Royaume-Uni et le Danemark. Et le classement est fait à partir donc, de l'ouverture des données de transport, du budget du gouvernement, des dépenses de gouvernement, des élections des résultats, de l'ouverture des données du registre du commerce. Là, on va prendre quelques points puisque les données de commerce vont être libérées. La loi Macron a ouvert les données du registre du commerce, donc on va encore gagner quelques points là-dessus. Les cartes géographiques, les données statistiques, l'ouverture de la loi. Là aussi, la France, depuis 2014, a ouvert toutes ces données liées à la législation par la Direction de l'information légale, la DILA. Les postcodes, les codes postaux, voilà, ainsi que les émissions de polluants. Donc voilà les critères qui étaient utilisés par ce classement et nous sommes 3e. Les États-Unis sont 8e. Donc on est plutôt bons élèves open data, même si on a toujours encore du chemin un petit peu à faire. Ils nous disent qu'à peu près 80% de nos données sur ces points-là particuliers sont ouvertes. Mais donc on assiste vraiment, pour reprendre les propos de Marc Léobé, à une tendance internationale, à un mouvement d'open data, ouverture et gratuité, dans lequel il faut s'inscrire pour remplir les obligations légales, c'est une chose, mais aussi pour s'inscrire dans le mouvement complet qui est ce mouvement international. On assiste quand même à une certaine contradiction qu'on voit aussi à l'intérieur même des collectivités territoriales, qui est entre ouverture et appropriation. Il y a une tendance à l'ouverture, mais c'est quand même moi qui ai récolté ces données, c'est quand même moi qui ai fait ce travail, donc j'ai envie d'un peu m'en réserver cette propriété. Il faut lâcher cette idée-là qui ne correspond pas à l'esprit national, qui ne correspond pas à l'esprit de la loi, et ouvrir ces données. Cet esprit de protection des données correspond plus à une protection privée, à les notions de données privées qui vont, eux, chercher à se faire de l'argent en vendant les fichiers clients particulièrement de leur société. Donc nous, on est sur une dimension qui est tout autre, qui est l'ouverture des données publiques. Les enjeux sont importants, des enjeux certes démocratiques de faciliter les interactions avec les administrés, de modernisation de l'administration, mais aussi des enjeux importants économiques puisque l'objectif in fine, c'est la réutilisation par des sociétés privées de ces données-là pour proposer des nouveaux services aux gens à titre particulier ou à d'autres sociétés. Donc l'ouverture des données au public, ce n'est pas que pour la réutilisation par monsieur untel dans son salon, c'est pour la création de nouveaux services autour de ces données. Deux problématiques que nous allons essayer de résoudre ensemble aujourd'hui. Quel type de données partager? Que dit la loi à ce sujet-là? Et comment les partager? Sous quel type de licence principalement? Quelles sont les évolutions annoncées sur l'open data, puisque Marc Léobé nous a listé les différentes lois qui nous occupent actuellement. On va voir que ces lois-là ouvrent encore davantage la notion d'ouverture des données et proposent quelques aménagements qui nous intéresseront. On pourra refaire ce même
lieu de rencontre dans 1 an ou 2 ans pour voir quelles sont les applications concrètes de ces aménagements. Donc deux éléments, quel type de données on ouvre et quel cadre contractuel de l'open data. Juste pour rappel rapide ou pour propos un peu introductif, la notion de data aujourd'hui, elle est au cœur de la transition numérique. On va passer de l'informatisation de la donnée, où on avait juste une digitalisation de la donnée, à vraiment une création de valeur économique. La donnée, aujourd'hui, elle a une réelle valeur. Aujourd'hui, on est même dans l'ère du big data. On a trop de données, on ne sait plus quoi en faire. Et demain va arriver la transition intelligente avec la création de services à valeur ajoutée sur ces données, de traitement intelligent de la donnée pour pouvoir justement savoir quoi faire à partir de ces masses d'informations que nous aurons à disposition pour pouvoir faire de la recherche sémantique, lexicographique, des analyses graphiques prédictives, voilà, des éléments de traitement de données qui seront intelligents et qui permettront de mieux gérer la donnée brute telle qu'on la met un petit peu en masse actuellement. Donc face à mon propos introductif sur la privatisation de la donnée par des sociétés privées, Google et Facebook, ou les GAFAM comme on les appelle, sont vraiment les monstres un petit peu de cette privatisation des données. Face à ce marché de la donnée privée, le secteur public propose une régulation de la donnée publique pour justement qu'elle ne soit pas privatisée par ce monde privé. D'où la réglementation sur l'open data et sur l'ouverture des informations publiques. Qu'est-ce que l'open data ? L'open data aujourd'hui, dans sa définition qui est donnée par le journal officiel, c'est une donnée qu'un organisme met à la disposition de tous sous forme de fichiers numériques afin de permettre leur réutilisation. Sous la notion d'organisme, le journal officiel ne dit pas données publiques ou données privées. Elle couvre l'ensemble de ces données-là. Donc, faire attention dans la notion d'open data, on la vulgarise un petit peu, ça couvre les 2 types de données. Et aujourd'hui, la loi, elle réglemente qu'une seule chose, elle réglemente la réutilisation et l'information des informations publiques. L'open data s'inscrit aussi dans d'autres types d'open. Ça va du mouvement d'internationalisation et du tendance à l'ouverture de la donnée. On parle aussi d'open access pour le libre accès aux données. On parle d'open format ou de standard ouvert, notion qui est importante dans l'open data. On parle aussi d'open source, qui est donc la mise à disposition des logiciels et de leur code source sous forme de licence ouverte. Notion qui là aussi est peut-être voisine de l'open data. Est-ce que les logiciels créés par des administrations ou développés par des administrations doivent être mis en open source ? On parle aussi d'open process, donc c'est ces fameux text et data mining, traitement intelligent de l'information. Est-ce qu'on peut librement traiter l'information à partir d'automates intelligents et cette notion-là, on la retrouve moins aujourd'hui dans l'open data, mais demain, ce sera la valeur économique qui sera vraiment le service à valeur ajoutée sur la donnée. Pour revenir à des choses un peu plus terre à terre, l'ouverture des informations publiques réglementée par la loi du 17 juillet 1978, loi qui a été modifiée par différentes ordonnances et qui transpose une directive de 2003 sur sa partie libéralisation des informations publiques. La loi ne parle pas, elle, de données publiques, c'est un terme qu'on utilise largement entre opérationnels. La loi parle, d'elle, d'informations publiques, comme des informations contenues dans des documents administratifs. On aime bien faire des renvois à d'autres notions pour définir des notions tierces. Et le document administratif, c'est le document produit ou reçu par une personne publique ou une personne privée dans le cadre de sa mission de service public. Donc, voilà, on est large dans la notion, dans la définition du document administratif et les textes de loi proposent une liste d'exemples de documents administratifs, liste qui est non exhaustive, donc on peut y faire entrer encore plus de choses. Sur ces informations publiques, un principe qui est érigé par l'ordonnance du 6 juin 2005, qui est le principe de libre utilisation de ces informations publiques. Et la loi rajoute à d'autres fins que celles de la mission de service public en vue de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus, notamment à des fins commerciales et privées. Donc là, on rentre bien dans cette
ouverture des données du public à des fins de réutilisation par des sociétés privées, par des sociétés commerciales pour créer de nouveaux services aux usagers. 2 conditions sont posées par la loi pour réutiliser ces informations publiques. Condition de mention de la source des données et de la date de mise à jour de ces données. Donc les tiers réutilisateurs doivent mentionner ces éléments. Donc en amont, les producteurs qui mettent à disposition ces données doivent informer ces tiers sur d'où viennent ces données, d'où proviennent ces données, qui est le producteur et quelle est la date de mise à jour de la donnée ou la périodicité à laquelle la donnée est mise à jour. Deuxième condition de l'utilisation, le tiers réutilisateur ne doit pas altérer ou dénaturer la donnée dans sa réutilisation. Dénaturer veut dire changer le sens. On ne doit pas donner le sens inverse à ce que la donnée de départ dit. C'est les 2 obligations qui sont prévues par la loi. Aucune autre obligation n'est prévue. À ce principe de libre réutilisation, des exceptions sont toujours prévues. Là aussi, la loi aime faire ça, poser un principe et l'assortir d'énormément d'exceptions pour que chacun y perde son latin et que le juriste serve à quelque chose. Quels types d'exceptions aujourd'hui sont prévues ? Les informations contenues dans des documents administratifs non communicables. Vous n'êtes pas obligé de mettre les documents inachevés, les brouillons en libre accès, les documents qui sont assortis de secrets, les documents qui sont avec des mentions de vie privée, des documents sensibles, notamment liés à l'environnement, ne doivent pas être mis en open data. Les informations sur lesquelles un tiers détient des droits de propriété intellectuelle, sauf à les avoir négociés, bien entendu, mais sur le principe, quand il y a des droits de propriété intellectuelle et qu'on ne vous a pas cédé ces droits de propriété intellectuelle, vous ne pouvez pas mettre en open data ces documents-là. Les informations produites ou reçues dans l'exercice d'une mission de service public industriel et commercial. Ça, c'est la loi aujourd'hui, ça ne sera pas la loi demain, on le verra dans les perspectives d'évolution. Et aussi les données produites par des établissements particuliers d'enseignement et recherche ou d'organismes et services culturels. Là aussi, on a une évolution sur ce point-là. En tout cas, l'état du droit aujourd'hui est celui-là, mais dans les perspectives, on verra que sur ces 2 derniers points, les choses vont évoluer. Une limite également est apportée au principe de libre réutilisation en ce qui concerne les documents contenant des données à caractère personnel. On en a parlé tout à l'heure. Ces documents, soit s'ils sont anonymisés, soit si la loi ou un règlement l'autorise, soit si la personne qui est concernée par ces données-là l'autorise, vous pouvez les mettre à disposition en open data. Si aucun de ces 3 principes n'est respecté, l'information concernant une personne privée, on considère que c'est, si elle ne vous a pas donné l'autorisation de le mettre en open data, vous ne pouvez pas le mettre en open data. Pour revenir à vos données et à celles qui vous intéressent, on applique exactement ces mêmes principes aux données géographiques. Comment on les applique ? Le juriste, lui, il va dire la donnée géographique, c'est une donnée qui s'inscrit dans le cadre général de la loi de 1978, puisque c'est une donnée produite par une autorité publique dans le cadre de sa mission, et va donc répondre à cette obligation d'open data. Et va ensuite regarder le régime spécifique de la directive INSPIRE, mais en tout cas, les dispositions générales de la loi de 1978 s'appliquent donc pleinement à vous. Les perspectives, les fameuses évolutions que les 2 lois qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui, donc le projet de loi Walter et le projet de loi de Lemaire. Le projet de loi de Walter vient transposer la directive PSI donc sur les informations de services publics, vient le transposer dans notre droit actuel. On était censé transposer avant le 18 juillet 2015. On s'est fait un petit peu taper sur les doigts par la Commission européenne, donc le projet de loi Walter sort vite et très vite examiné et ne contient pas toutes les dispositions, ça serait trop simple, relatives à l'open data. Il y en a aussi dans le projet de loi Lemaire pour une République numérique. Et ce fameux projet de loi Lemaire pour une République numérique contient un article qui vient poser un principe phare, qui est l'open data et doit être mis à disposition par défaut. Donc c'est vraiment le principe, on a un open data par défaut et le texte l'affirme en créant une diffusion
publiquement en ligne par les administrations des documents, informations publiques que l'on a vus et d'autres qui élargit encore même le champ de l'open data. Autre principe qui est dans ces lois, donc qui est pour le coup dans le projet de loi Walter, qui est le principe de gratuité. Donc on a un open data par défaut et un open data gratuit par principe. Donc voilà les deux grandes évolutions quand même phares des projets. Ensuite, on a une grande promotion du standard ouvert aisément réutilisable. Alors ces deux notions-là figurent dans les deux projets de loi. Ça reste des notions qui sont assez larges et qui nécessiteraient peut-être de définir des formats pour chaque type de données, pour que là encore on ait un service optimal sur les traitements, chose que font les données géographiques où on a des standards de plus en plus de formats de données. Quatrième perspective importante, l'ouverture d'autres données, je vous en ai parlé tout à l'heure, les données des services publics industriels et commerciaux, des établissements et institutions d'enseignement de recherche et les établissements, organismes ou services culturels sont ouvertes et sont dans la grande vague de l'open data. On ne les met plus en exception comme ça l'était précédemment. Autre perspective, la création de la notion de commun. Là, c'est vraiment une innovation du projet de loi Le Maire qui vient définir la notion de domaine commun informationnel et donc qui dit que relève du domaine commun, des choses communes, donc des choses qui peuvent être librement réutilisables par toute personne, les informations issues des documents administratifs. Donc nos fameuses données open data sont dans cette nouvelle notion de commun et à ce titre doivent être ouvertes aux tiers, sans exclusivité, avec donc sans restriction d'usage, autre que l'exercice du droit moral. Alors, à cette grande notion-là, là aussi, vous sentez bien qu'on a ce beau principe, on va avoir des exceptions. Le sans restriction de l'usage va être sans restriction d'usage, sauf si vous prévoyez une licence avec réutilisation. Donc, on a quand même des aménagements qui vont être possibles et qui sont d'ores et déjà prévus par la loi, puisqu'on a des références au petit 3 de l'article, aux articles de loi de 78, qui sont ces fameux articles qui prévoient par exemple la licence de réutilisation. Donc on a déjà des exceptions au grand principe de domaine commun informationnel. Dernière perspective qui nous intéresse également, la création de la notion de données d'intérêt général. Dans cette loi Le Maire également, donc sont des données d'intérêt général qui devront être mises en open data, les données des délégations de services publics, donc devront être ouvertes ces données-là. On pourra prévoir dans les conventions de subvention publique l'ouverture également des données dans le cadre de ces subventions-là. Il y a des seuils qui vont être prévus par décret. Quand la convention aura un seuil supérieur à un montant, le contrat pourra prévoir une clause d'ouverture des données. Donc là aussi, on est sur un principe de données d'intérêt général, mais avec des aménagements qui pourront être faits contractuellement. Et la loi prévoit que certaines bases de données privées seront librement accessibles dans le cadre de statistiques publiques. Il faut savoir qu'au départ, cette notion d'intérêt général devait être une notion où on allait pouvoir finalement récupérer énormément de données du secteur public, notamment des données liées au transport. Enfin, on espérait récupérer certaines données de transport dans le cadre de ces données privées et on les limite quand même à l'utilisation de la statistique publique. Donc on a largement restreint cette notion-là. Cette notion devrait potentiellement, je prends des pincettes, être reprise dans la loi Macron 2 de janvier 2016, qui est annoncée pour janvier 2016, donc qui peut-être ouvrira encore ce spectre des données d'intérêt général. Ils se battent pour avoir l'open data et pour en mettre un maximum de notions dedans, ce qui montre bien que la notion d'open data est une notion importante. Deuxième partie de ce propos, le cadre contractuel de l'open data. La loi n'oblige pas à ce qu'il y ait une licence d'utilisation. S'il n'y a pas de licence d'utilisation, on applique les termes de la loi tels qu'on les a vus tout à l'heure. Donc principe de libre réutilisation et deux obligations associées, mention de la source et de la date de mise à jour et absence de dénaturation. Donc s'il n'y a pas de licence, c'est ces cadres-là qui est le cadre légal qui s'applique.
On recommande largement d'y associer une licence, pas que nous les juristes. Il y a des circulaires ministériels qui recommandent largement l'utilisation de licences pour pouvoir encadrer l'utilisation de vos données, pouvoir également prévoir ce qu'on appelle des clauses limitatives de responsabilité pour vous dégager de toute utilisation faite par les tiers des données que vous mettez à disposition. Si une redevance est prévue, vous êtes obligé de mettre une licence et de la mettre librement accessible aux utilisateurs. La licence sans redevance, elle doit être, enfin les deux types de licences, que ce soit sans redevance ou avec redevance, doit être conforme à la loi française. Ça paraît une évidence, sauf que si on utilise des licences qui sont préexistantes, notamment des licences provenant de nations étrangères, et souvent en loi anglaise, ces licences-là sont, pour certaines, voire pour la plupart, non conformes au droit français. Je vais vous prendre quelques exemples pour illustrer mon propos. J'ai vu que sur data.gouv.fr, deux types de licences étaient largement favorisés, la licence Etalab et la licence ODBL. La licence ODBL est une licence à l'origine en version anglaise, qui est d'ailleurs la version qui est officielle et qui est celle qui prime. Donc dans le cadre d'un contentieux, on ne va pas utiliser la version française, on va aller à la version anglaise pour avoir vraiment toute l'essence de cette licence ODBL. Premièrement, la licence ODBL est donc version anglaise. Or, la loi Toubon impose aux personnes morales de droit public d'avoir des contrats de droit, tout contrat avec administré ou dans le cadre d'un marché public, en droit français, en langue française. Donc, on a une incompatibilité un petit peu avec notre vision, parce qu'elle est quand même partagée par plusieurs, je ne suis pas la seule à vous soutenir ces propos-là, une petite incompatibilité là-dessus. Autre incompatibilité, la loi prévoit un cadre juridique et dit que toute obligation supérieure, complémentaire à ce cadre qui est prévu par la loi, n'est pas légal, sauf s'il est proportionné et qui correspond à un intérêt général. C'est le fameux article 16 dont je vous parlais. Là aussi, la licence ODBL prévoit que les données devront être remises à disposition sous le cadre de la licence ODBL. Donc, on a ce qu'on appelle un copyleft sur ces licences-là et le tiers réutilisateur devra reverser à la communauté sous la licence ODBL les informations, ou en tout cas même les informations dérivées, ce qu'il a produit à travers les données utilisées sous licence ODBL. Là aussi, donc, incompatibilité à notre lecture avec la loi française. Donc nous, on préconise l'utilisation de la licence Etalab avec nos clients, ou bien même des licences que l'on rédigerait spécifiquement avec le petit bémol que l'avantage d'avoir une licence existante, c'est qu'on a un discours commun avec l'ensemble des autres autorités publiques qui mettent à disposition leurs données. Voilà pour ces notions de compatibilité avec la loi française et mon petit warning sur les licences existantes. Si une licence est avec redevance, vous êtes obligé de la mettre à disposition des administrés en ligne et le montant de la redevance doit être encadré. Là aussi, on va voir que dans les perspectives, la loi Walter, le projet de loi Walter encadre plus précisément le montant des redevances. Donc, pour revenir, quelques types d'exemples. La licence étalable, qui est davantage une licence sur les données, qui est pour nous la meilleure des licences ouvertes. La licence Open Data License, donc la ODBL, comme son nom l'indique, en plus, elle est plus sur les bases de données, avec mon petit bémol sur sa compatibilité avec la loi française. La licence PDDL, elle est à la fois base de données et données, c'est clair dans sa typographie. Elle est aussi en loi anglaise, donc bémol pour moi aussi. La licence ODC BY, elle est davantage base de données. Elle est plutôt assez compatible avec la loi française, mais elle est elle aussi en loi anglaise, donc à nouveau un bémol. Pour revenir à la licence ODBL, j'ai encore parcouru tout à l'heure. En plus, je la trouve, à mon goût, très complexe.
alors que la licence Etalab, elle est sur un recto verso, elle est simple d'utilisation, les propos sont clairs, elle contient toutes les informations légales, alors que l'Open Database, vous vous lancerez dans sa lecture ce soir si vous le voulez comme petit article de chevet. Moi personnellement, et pourtant j'en lis des contrats compliqués, je la trouve pas forcément très simple d'utilisation. Voilà pour mon bémol sur ces licences et donc pour ma recommandation Etalab. Quelles sont les perspectives dans ce cadre contractuel? Première perspective que je vous livre, c'est l'introduction dans le droit français de la notion de plateforme. Pourquoi je vous informe de cette évolution-là? Parce que les sites open data de type data.gouv.fr, de type Ville de Paris, de type Conseil régional, en ouverture en open data, sont des plateformes telles que la loi vient les définir comme activités consistant à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés, mais on est vraiment dans cette activité de classement ou de référencement de contenu, mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service. On n'est pas sur la vente d'un bien, mais on pourrait être sur la fourniture d'un service, y compris à titre non rémunéré. Donc on s'inscrit dans cette définition de la notion de plateforme telle qu'elle est issue du projet de loi pour une république numérique et est associée à cette notion de plateforme les principes de loyauté et de neutralité. Et donc on va aussi dans cette notion de transparence qui répond à l'obligation de l'open data dans le cadre de la loi de 78, mais on donne encore un petit coût supplémentaire avec cette notion de neutralité et de loyauté, et on impose particulièrement de mettre à disposition des utilisateurs sur ces plateformes les conditions générales d'utilisation de la plateforme ou les licences d'utilisation, pour nous reprendre les termes qui nous sont familiers. Deuxième perspective, la gratuité. Donc, est associé dans le projet de loi Walter, est affirmé le principe de gratuité et est encadré dans ce cadre-là la redevance qui sera définie dans les licences avec redevance. Donc on prévoit un principe, la gratuité, et les licences avec redevance doivent être utilisées, les redevances doivent prévoir des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires pour définir le montant. Autre particularité, c'est que les licences avec redevance sont autorisées dans l'hypothèse où l'administration est tenue de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de ses missions de service public. Le décret va venir simplifier les choses, il va dresser une liste des personnes qui sont concernées par cette disposition particulière. Donc ne pourront prévoir des licences avec redevance que les personnes figurant dans cette liste. Donc le décret sera intéressant. Le total, autre précision sur ces redevances, c'est que le total des redevances sur une période comptable devra être inférieur aux coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à disposition ou à la diffusion des informations publiques. Donc on vient prévoir un cadre particulier pour les redevances. La base de calcul, là aussi on revient à cette notion de transparence, de loyauté. La base de calcul doit être publique et doit être mise à disposition, là aussi dans un format ouvert. Pour conclure et se positionner un petit peu dans ces différents principes juridiques, 3 conseils quand vous avez des données à disposition. Premièrement, analysez le statut du propriétaire des données pour savoir si vous rentrez ou non dans le cadre de l'open data tel qu'il est prévu par la loi de 1978. D'où provient ma donnée? Est-ce qu'elle provient de mes propres services, de l'État, des collectivités territoriales, d'un SPIC ou d'un SPA, même si on a vu que cette notion-là, finalement, demain, elle a plus grand intérêt, d'un service public de manière générale, ou est-ce qu'elle provient d'une personne privée? Une fois que vous avez identifié le propriétaire de la donnée, il faut qualifier juridiquement cette donnée. Est-ce que c'est une donnée privée, parce qu'elle me vient d'un titulaire privé, et donc je dois aller négocier avec lui les conditions de sa mise à disposition? Ou est-ce que c'est une donnée publique qui est largement diffusable et qui
Ou bien, est-ce que c'est une donnée publique avec des droits de propriété intellectuelle? Est-ce que c'est une donnée publique protégée par un secret? Est-ce que c'est une donnée publique contenant des données personnelles? Est-ce que c'est une donnée particulière, énergie, transport, environnement? Donc qualifier juridiquement cette donnée pour pouvoir en découler le régime juridique applicable. Si c'est une donnée publique sans secret, sans données personnelles, eh ben, on peut la mettre en open data. Quel type de licence je lui associe? Et si c'est une donnée privée, ben, on se rapproche du producteur privé, on négocie avec lui sa mise à disposition pour pouvoir la mettre également en open data le cas échéant.